Alors voilà. Alors, ce soir, un peu notre plan de match ensemble et de pratiquer. J'aime bien dans ces périodes-là de pratique où est-ce qu'on a un peu plus de temps, donc environ 1 heure ensemble, qu'on puisse vraiment prendre le temps d'avoir une pratique un peu plus longue. Donc, une bonne trentaine de minutes là, à plonger dans la pratique du silence en communauté, à s'offrir notre soutien là, l'un l'autre. On n'a pas besoin hein, d'être devant la caméra, mais juste de savoir hein, qu'on n'est pas toute seule à faire cette pratique-là ce soir, ça peut être très soutenant. Donc, on va pratiquer une trentaine de minutes ensemble. Je vais guider la pratique au début, peut-être une 10 quinzaine de minutes. Puis ensuite, je vais laisser place à plus de silence. Je trouve que c'est important là, qu'on ait la chance d'explorer vraiment pour nous-mêmes ce qui émerge en nous. Ça peut être très aidant d'avoir quelqu'un qui nous guide, hein, qui nous ramène peut-être si on est parti là, dans le monde des pensées. Et aussi, c'est bien de voir un peu comment notre mental fonctionne. On peut voir que plus facilement, quand il n'y a pas quelqu'un là, pour nous ramener, voir que ah ouais, le mental a tendance à aller dans toutes les directions. Et on apprivoise ça, on apprivoise ça. Et on recommence encore et encore. Donc, je vous invite à remarquer ces moments-là où est-ce que vous prenez conscience que le mental était parti. Et est-ce que c'est possible de juste reconnaître que c'est là? Pas se dire, ah non, je ne médite plus. Là. C'est comme, ah, ce moment-là est extrêmement précieux. On pourrait dire que c'est un moment d'éveil là, lorsqu'on reconnaît qu'on était parti dans le monde des pensées, qu'on était dans le futur ou dans la journée qui vient de se terminer. Donc, de juste prendre conscience de ce moment de prise de conscience et de revenir à un point d'ancrage, que ce soit dans le corps ou dans le monde des sons. Et je vous invite à voir pour vous, hein, qu'est-ce qui vous aide à établir la présence ce soir. Euh, c'est bien, très aidant d'avoir un endroit, que ce soit dans notre corps ou justement dans le monde des sons, que j'aime bien nommer aussi, où est-ce qu'on sent qu'on peut facilement revenir, rétablir l'attention à cet endroit-là. Donc, pour beaucoup d'entre nous, là, classiquement, on parle souvent de revenir à la respiration, que ce soit dans l'abdomen ou à la respiration de l'air qui entre et sort des narines, ou simplement à la présence à tout le corps qui respire. Pour d'autres, ça pourrait être plus soutenant de revenir dans la présence des mains, par exemple, ou la rencontre des pieds sur le sol. Et là, ce qu'on fait, hein, c'est on découvre l'élément changeant, l'élément impermanent, le mouvement, l'apparition, la disparition de ce phénomène-là. Donc, par exemple, si on est avec la respiration, on remarque là, que l'inspiration apparaît, qu'il y a une pause, peut-être quelques instants, et hop, l'expiration qui est là. Encore là, une nouvelle qui apparaît pour la première fois. Donc, même après, certains d'entre nous, là, après plusieurs années de pratique, il y a cette curiosité-là, là, juste de connaître le corps qui respire. Et pour les autres qui euh, sont plus, euh, euh, curieux, peut-être des sensations du corps, la même chose. Hein, est-ce qu'on peut reconnaître le mouvement des sensations à travers le corps? L'apparition du picotement, de la chaleur, le mouvement de la chaleur à travers le corps. Ah, soudainement, il y a un relâchement qui est connu dans l'épaule gauche, par exemple. Et pour d'autres personnes, ce qui serait soutenant, ou est-ce que peut-être le corps n'est pas nécessairement l'endroit le plus aidant pour vous, ça peut être dans la rencontre du monde des sons. Reconnaître les sons ambiants là, qui sont présents, intérieurs, extérieurs. Encore là, de connaître l'apparition, la disparition, le mouvement des sons autour de nous. C'est cette même rencontre-là, si on reconnaît encore là, les phénomènes changeants qui sont présents dans notre réalité du moment. Donc là, j'ai donné plusieurs options et je vous invite à ne pas trop se perdre dans ces options-là. Des fois, quand on s'assoit sur le coussin, on peut commencer à jouer au ping-pong, on essaie différentes choses. C'est bien d'établir hein, en commençant. Tiens, pour moi, ce soir, je sens que c'est facile là, de juste être présent
au ventre qui gonfle et dégonfle. Moi, j'ai été entraînée beaucoup à mettre mon attention dans l'abdomen, donc c'est un automatisme, là, je vais là facilement. Mais voyez pour vous, où est-ce que vous sentez que l'attention peut s'établir rapidement lorsqu'on va commencer la pratique? Et bien sûr, l'attention va bouger hein, à certains moments. Même si on est avec la respiration, on va entendre un son, on va ressentir quelque chose dans le corps. On peut aller rencontrer ça, reconnaître ce qui est là, ce qui est connu. On l'observe, on le rencontre, on est curieux, on l'investigue pour quelques moments. Lorsque ça devient moins à l'avant-plan, on peut revenir à ce point d'ancrage en nous. Même chose avec le monde des émotions. On reconnaît là, qu'il y a des émotions qui sont là. Hop, ça prend de la place. Qu'est-ce qui est là en ce moment? Comment ça se déploie? Et ensuite, on peut revenir à un point qui est soutenant, un ancrage à l'intérieur de nous. Alors, on va essayer ça ensemble. Donc, je vous invite à trouver la posture si ce n'est pas déjà le cas. Qu'on soit au sol, qu'on soit sur une chaise ou allongé. On veut trouver une posture qui nous aide là, à établir une certaine immobilité. Encore là, on n'a pas à forcer la posture, on ne cherche pas à devenir comme un robot qui ne bouge plus. Hein, le corps bouge, le corps a des sensations, a besoin parfois de se délier, mais est-ce qu'on peut faire attention de ne pas aller dans l'automatisme ou dans le mouvement, là, juste pour toujours être confortable? Donc, la recherche toujours du confort. Est-ce qu'on peut rester un petit peu si c'est inconfortable? Et si on sent, par exemple, qu'on a besoin d'allonger la jambe, est-ce qu'on peut le faire en conscience? OK. Alors, on prend le temps de bien établir notre posture pour la pratique. Je vous invite, hein, si vous en avez envie, à vraiment mettre l'ordinateur de côté. On en a beaucoup là, de cet instrument-là très pratique, mais aussi qui prend beaucoup de place. Donc, gênez-vous pas si vous voulez tourner l'ordinateur. Et on peut choisir de fermer les yeux si ça semble juste pour vous aujourd'hui. Ou simplement déposer là, un regard doux vers le bas. Là, juste là, en fermant les yeux, qu'est-ce qui est à l'avant-plan? Il y a peut-être le corps qui invite à quelques respirations un peu plus profondes là, pour sentir qu'on se dépose, qu'on s'ancre, qu'on établit la présence dans le corps. On peut se permettre là, de prendre une ou deux ou même trois respirations un peu plus longues pour simplement inviter la détente dans le corps. Je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle où on laisse aller là, toute envie de contrôle. On prend conscience des pieds qui touchent le sol. On reconnaît cet instant-ci la présence de la terre qui nous soutient.
Lentement, la tension peut monter le long des jambes. On vient habiter notre corps, passant par les genoux, les cuisses, jusqu'aux hanches. Et on prend contact avec l'assise, l'élément de gravité là, qui tire, retient le corps vers le bas, vers la terre. Et on établit la présence au niveau de la colonne vertébrale, en commençant par le bas du dos, le milieu et le haut du dos, jusqu'aux épaules. On peut inviter une certaine détente, un relâchement. Et la tension descend le long des bras jusqu'au bout des doigts. Le contact avec la chaleur des mains. Et on découvre le ventre qui gonfle, dégonfle. Le mouvement du haut de l'abdomen, passant par le sternum, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Tout le torse qui respire. Et doucement, la tension peut monter le long du cou. On peut remarquer là, c'est certaines contractions présentes. Et jusqu'au visage, en relâchant la mâchoire, les lèvres, la langue, en invitant la détente dans les joues, dans les yeux, les sourcils, le front. Et on peut même venir et déposer un léger sourire. On s'offre là ce cadeau de présence. Et on découvre tout le corps dans sa posture. Il y a un corps dans la simple mesure nécessaire permettant d'établir la tension. Il y a un corps qui respire, qui entend, qui ressent. Donc, voyez pour vous, là, s'il y a un endroit où est-ce que l'attention a de la facilité à s'y déposer, à s'établir, que ce soit dans l'abdomen, peut-être au niveau des narines ou dans les mains.
plutôt dans l'exploration du monde des sons. Prenez un moment pour voir là, où c'est le plus aidant, soutenant. En présence, on reconnaît là, ce qui émerge à chaque instant. Par moment, ça sera une sensation dans le corps, la respiration. Il y a un autre, ça peut être également la rencontre d'une émotion, d'un état intérieur. Encore là, est-ce que ça peut être accueilli, rencontré avec cette même curiosité, douceur, amitié? Tiens, c'est comme ça en ce moment pour moi, là. Présence de joie, ou présence de tristesse ou de fatigue. On prend le temps de noter là, les changements, les variations, les fluctuations présentes dans le corps, dans le mental. Et ensuite, on peut toujours revenir là, vers notre maison, notre point d'ancrage. Si ça peut être aidant pour vous aujourd'hui, vous pouvez venir déposer une très légère note mentale de ce qui se passe. Inspire, chaleur. Expire, contraction. Donc doucement, on dépose là, pour simplement se rapprocher, aider le mental à rester connecté avec ce qui émerge.
Qu'est-ce qui est connu maintenant? Continue de demeurer curieuse, curieux là, de ce qui est présent en nous. Prends le temps là, de rencontrer la nature là, vivante du moment. Impermanente, pas tout à fait là, satisfaisante, changeante, mais pas personnelle à nous, là, comme un passage. Simplement être avec ce qui émerge, encore et encore.
Ça se peut qu'on rencontre là, un peu plus de fatigue ou même d'ennui, vouloir être ailleurs, faire autre chose. Remarquez là, juste là, la tendance de l'esprit. Encore la nature du moment. On peut prendre quelques respirations pour réénergiser le corps et poursuivre encore quelques minutes l'investigation de cet instant-ci. Pour les derniers moments, on peut prendre le temps de revenir dans la rencontre des pieds. Connaître les mains. Découvrir encore une fois tout le corps dans sa posture. Pardon. Et on peut prendre un moment pour dédier, transmettre les mérites, les bienfaits de notre pratique à quelqu'un, un être cher ou à soi-même,
à tous les êtres. Prendre le temps là, juste d'honorer cette pratique qu'on vient de faire ensemble. Je vais sonner la cloche et je vous invite à vous laisser recevoir le son, aussi plaisant ou déplaisant qu'il pourra être. Est-ce que c'est possible de juste reconnaître les vibrations, les changements, l'apparition et la disparition de ce phénomène? Quand vous serez prêt, on peut prendre le temps de lentement ouvrir les yeux ou on peut garder cette intériorité si on le désire. Merci tout le monde pour votre pratique. Ce soir, j'avais envie de continuer un peu à explorer ce que je parlais des dernières semaines. Cet aspect de préparation à la pratique ou peut-être qu'est-ce qui peut être aidant, soutenant dans notre pratique lorsqu'on se plonge là, dans ce chemin de développement spirituel, le bhavana. Alors, on a vu là, différentes listes qui étaient soutenantes dans les dernières semaines et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer une liste qui est, selon moi, le cœur de la pratique en très peu de temps, mais peut-être qu'on pourra poursuivre là, la semaine prochaine. Qui en fait pas une liste nécessairement en soi, mais vraiment la base ou ce que la pratique est, qui est la rencontre des 3 joyaux. Les 3 joyaux dans la pratique bouddhique sont vraiment en fait un peu les refuges dans lesquels on se donne, on se lance, on s'investit quand on est sur le chemin spirituel. Et ce mot-là, spirituel, on peut avoir différentes significations pour chacun d'entre nous. Donc, c'est bien de le voir pour soi. Là. Ça peut être ce chemin de présence, ce chemin de découverte intérieure. J'aime bien le mot spirituel. Et là, je réfère aussi à des aspects bouddhiques qui peuvent vous parler, peut-être, ou pas. Et encore là, c'est bon de voir pour soi qu'est-ce qui vous soutient dans la pratique. Qu'est-ce qui vous invite à revenir à chaque jour ou à chaque mardi soir, peut-être, à venir pratiquer ensemble? Alors, dans la tradition bouddhiste, là, puis dans la lignée dans laquelle on pratique, en tout cas que moi j'ai pratiqué depuis une quinzaine d'années, qui est la lignée Theravada, la lignée qui vient à la base de l'Inde, ensuite qui a voyagé au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, entre autres, au Laos. Mais dans toutes les traditions bouddhiques,
que ce soit Theravada, le petit véhicule ou le grand véhicule. Bon, ça, c'est une autre histoire. Qu'on entre dans le bouddhisme tibétain, toutes les sortes de bouddhisme, le zen. Il y a toujours cette notion-là des 3 joyaux. Les 3 joyaux, ou les 3 diamants, qu'on pourrait dire. Plusieurs façons de le parler. C'est ça, cette idée de refuge envers ces choses-là. Alors, quelles sont-elles? Alors, la première, c'est le joyau du Bouddha. Et le Bouddha, pour beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, peut avoir différentes significations. J'aimerais l'explorer un peu ce soir. Le deuxième joyau, c'est le joyau du Dhamma. Le Dhamma, en pali, qui est la langue à l'époque du Bouddha, se réfère à tout ce qui est les enseignements qui sont offerts. Les enseignements qui nous guident, qui nous aident à avancer sur ce chemin-ci. Et le dernier, qui est la Sangha, la communauté. Un joyau comme on fait ce soir, là, qu'on cultive en étant ensemble, en pratiquant ensemble. Un refuge là, qui peut être très soutenant, très important dans notre chemin de pratique. Alors, ces trois refuges-là peuvent nous soutenir à différents moments. Je parlais aujourd'hui avec un ami qui vit beaucoup de changements, de questionnements dans sa vie. Il me disait, tu sais, un peu à quoi ça sert tout ça, là? C'est un peu, tout est tout croche. Il me disait, comme toi, c'est quoi qui te garde à l'aise? Qu'est-ce qui te c'est ça qui te donne espoir un peu dans ce monde en ce moment? Puis automatiquement, c'est ce qui est venu monter pour moi, c'est prendre refuge dans cette pratique-ci. Prendre refuge dans la présence, dans le silence, dans la découverte de notre humanité, de l'humanité de cet être-ci qui est ressemblante à l'humanité de beaucoup d'entre nous, mais différente en même temps. Et pour moi, il y a quelque chose de très curieux, très riche là-dedans. Alors, ces refuges-là ont différentes textures, couleurs. J'avais envie de parler un peu de chacun d'entre eux, un peu ce soir et peut-être un peu plus la semaine prochaine. Et quand on parle du Bouddha, dans les enseignements classiques, bien sûr, on réfère là, à cet être qui, 2600 ans, avait cette même quête-là, qui se disait, coudonc, ça a l'air d'être compliqué la vie. Et si on entre un peu dans l'histoire là, du Bouddha avant qu'il soit un Bouddha, Siddhartha Gautama, qui était un jeune prince en Inde, qui avait été protégé par ses parents de toutes les façons. En tout cas, je n'entrerai pas dans cette histoire-là parce que ça fait très long, mais il a été très, très protégé, puis il vivait dans le luxe, dans l'abondance. Il y a un moment où est-ce qu'il a rencontré la mort, la maladie, le vieillissement. Et là, il a pris conscience qu'en fait, être un être humain, c'est pas toujours parfait, satisfaisant. Et ça l'a justement appelé à cette quête-là. Et à se dire, il y a peut-être une façon, en fait, d'être libre de ça. De trouver une façon d'être en relation dans la vie avec un cœur qui est libre, qui n'est pas pris là, en fait, dans tout ce monde de souffrance-là qui est présent en nous. Là, bon, il y a plein de choses qui pourraient être expliquées autour de ça, mais ce qui me touche quand je pense au Bouddha, c'est qu'il y a quelqu'un comme nous là, qui a eu cet appel-là, dire et moi, je pense qu'il y a peut-être une façon, en fait, d'être dans la vie qui serait peut-être plus juste, plus équilibrée. Alors, justement, quand tout semble s'écrouler autour de nous, on peut peut-être avoir ce même appel-là, ou prendre refuge
dans cet être-là qui a eu ce même appel-là ou envie de découvrir autre chose. Quand je pense au Bouddha, oui, il y a cet être-là, il y a 2600 ans, là, qui, comme nous, là, avait cette quête-là et a réussi, lui, à libérer son cœur. Donc moi, ça me donne espoir. Que ouais, il y a la possibilité, hein, de même que ce soit seulement un petit moment, comme le moment où est-ce qu'on prend conscience qu'on était parti dans les pensées, comme je parlais avant, ce moment-là, on est vraiment dans le moment présent, on réalise ce qui se passe, puis là, il peut y avoir une grande liberté. Juste cet instant-là, on touche au Bouddha, à l'éveil. Alors, plus on le rencontre encore et encore, hein, plus on s'approche de cette nature bouddhique, nature du Bouddha. Alors, quand je pense au Bouddha, oui, il y a cet aspect-là d'un être, là, il y a longtemps, mais il y a aussi cette possibilité-là qui est vivante en moi. Parce que je peux le remarquer à certains moments où est-ce qu'il y a beaucoup de présence, puis malgré le chaos autour de moi, je peux voir qu'il peut y avoir un équilibre intérieur qui est capable d'être en stabilité, en équilibre dans tout ça. Alors, on peut aller toucher à ça, en prendre refuge là-dedans, que oui, il y a cette possibilité-là. Puis souvent, quand on perd espoir, là, justement, où est-ce qu'on sent que tout s'écroule, ben, on peut s'accrocher, on peut prendre refuge. C'est vraiment cette idée-là de un peu d'avoir confiance ou d'avoir une certaine foi que ce mot-là qui est très chargé au Québec, mais d'avoir la foi qu'il y a cette possibilité-là qui existe. Pour moi, juste ça, cette idée-là me nourrit énormément et m'invite ou me donne en fait l'énergie de revenir sur le coussin, me donne l'énergie de revenir dans mes pieds quand je suis dans une discussion un peu plus difficile, de prendre le temps de me connecter à mon corps, à mes mains, lorsqu'il y a des émotions très fortes qui peuvent être vivantes en moi. Dire, ah ouais, il y a une façon, là, juste en établissant l'attention dans ce corps-ci, il y a une façon que je peux, par moment, là, toucher à la nature du Bouddha. Que c'est toujours vivant en moi, cet aspect-là, malgré le fait que parfois, ça a l'air très mêlé là-dedans. Le deuxième aspect, le Dhamma, ça nous ramène à ce chemin-là qui nous est offert, qu'en fait, il y a des pratiques, il y a des façons d'être, un peu comme on a vu dans les dernières semaines, d'amener de l'attention, de l'intention, de l'intérêt, de la bienveillance, de cultiver ça en nous. Il y a des actions qu'on peut poser sur ce chemin-là qui nous aident à justement avancer sur le chemin. Il y a une histoire où le Bouddha était avec des moines dans la forêt et il prend une poignée de feuilles dans ses mains. Il montre ça aux moines et il dit aux moines, est-ce qu'il y a plus de feuilles dans mes mains ou dans la forêt? Et les moines disent, bien sûr, il y a plus de feuilles dans la forêt que dans ta main. Alors le Bouddha dit, oui, bien joué. Comme dans les enseignements que je vais faire, donc dans le Dhamma est vaste, mais les enseignements que je vais vous offrir vont être comme ceux dans la main, ceux qui sont importants, ceux qui vous amènent à la liberté du cœur. Donc, dans la pratique, on est invité à revenir à l'essentiel, à ne pas se laisser justement perdre dans la multitude des feuilles de la forêt et de revenir à l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a certaines listes qui nous pointent, qui pointent l'esprit, qui pointent le mental, qui le tend vers certaines choses qui visent vers la liberté du cœur. Versus se perdre parfois dans les concepts, les théories, les pourquoi-ci, les pourquoi-pas-ci. Souvent, quand le Bouddha allait enseigner, on lui posait beaucoup de questions là, sur l'univers,
la terre, la cosmologie, tout ça. Puis le Bouddha, avec toute cette sagesse-là, il aurait pu parler et un peu vanter là, toutes ses capacités de comprendre toutes les vies, le karma. En tout cas, il y a plein de choses qu'il aurait pu dire, mais pour lui, l'essentiel était de revenir aux enseignements, de revenir en fait aux enseignements pratiques afin qu'on puisse tous libérer notre cœur. Et moi, c'est ça qui m'anime beaucoup dans cette pratique-ci, dans cette tradition-ci, c'est qu'on est beaucoup dans le pratico-pratique. On n'a pas besoin là, de savoir toutes les listes dont je vous parle par cœur. Ça peut être aidant certaines, mais en général, là, c'est la pratique qui est importante. Donc, quand on parle d'établir l'attention dans le corps, de reconnaître les émotions, de prendre conscience des états d'esprit, c'est ça la pratique, c'est ça la poignée de feuilles dans la main. On n'a pas besoin de comprendre toutes les réels d'existence, tout ça. Ça peut être intéressant pour nourrir l'intellect, mais toute la cosmologie bouddhiste là, qui est effervescente, très intéressante. Mais la base et l'essentiel, ce que le Bouddha avait dans sa main, c'était justement comment établir l'attention, comment être présent. Et ça, on le voit, hein, ça peut être très simple. Comment être présent? Tiens, je reviens à ma main. Je reviens à la chaleur. Ça, c'est le Dhamma. Apprendre à être présent. Recommencer encore et encore parce qu'on voit qu'on est pris dans nos trucs. Et on revient. Et hop, il y a des pensées, tout ça. C'est pas qu'on devient indifférent à ce qui est vivant en nous, mais en fait, on apprend à développer là, une certaine présence où est-ce qu'on on a un peu plus de possibilités de rencontrer vraiment la réalité telle qu'elle est. Alors, le Dhamma, c'est les enseignements qui nous aident à libérer le cœur. Et le dernier, qui est la Sangha, qui est la communauté qui nous soutient sur ce chemin spirituel. Chacun d'entre nous, derrière nos écrans, on peut prendre refuge là-dedans. Et ça, c'est moi, en tout cas, j'ai passé les derniers mois en solitude, en retraite. Et c'était un des refuges le plus important de penser à vous tous là, qui étiez en train de pratiquer certains moments, peut-être dans la journée. Je sais là, que certains d'entre vous qui pensiez à moi, qui étaient sur mon coussin, dans ma petite cabane. Alors la Sangha, ça nous nourrit. Ça nous donne l'énergie parfois de justement prendre le temps de s'arrêter pour un moment parce que on peut se souvenir là, qu'il y a en ce moment plein de moines et nonnes dans les monastères qui pratiquent. Donc oui, il y a la Sangha, cette lignée bouddhiste-là qui est vivante. Mais quand on parle de Sangha, c'est vraiment toute cette communauté-là qui est dans cette quête, cette recherche spirituelle-là, dans cette envie là, de présence d'un monde un peu plus juste. Donc, on peut prendre refuge là-dedans quand justement, encore une fois, le cœur se sent peut-être seul, perdu, se rappeler, ouais, je ne suis pas toute seule là-dedans. Donc, il y a ces trois refuges-là qui peuvent nous nourrir de différentes façons. Le Bouddha, en nous, cet être-là qui a réussi plusieurs années. Le Dhamma, cette pratique très simple, mais pas toujours facile à faire, mais qui est très simple, hein? Qui est présente là. Et la Sangha, la communauté qui nous entoure, qui nous soutient, qui nous inspire à avancer sur ce chemin-ci. Alors quand on a ces trois joyaux-là qui nous accompagnent, et on va voir que dans la pratique, à certains moments, il y en a plus un qui nous inspire. Peut-être qu'on est plus intéressé par le Dhamma, on a envie de lire plus sur la pratique. À d'autres moments, on a envie de nourrir là, cette soif d'éveil. On va s'intéresser aux joyaux du Bouddha. Et à d'autres moments, on a vraiment besoin de la communauté. Donc, c'est la Sangha qui va nous soutenir. Alors, on peut prendre refuge dans ça. On peut se ramener à ces trois éléments-là. Puis dans certaines traditions bouddhiques, moins dans le Theravada, mais dans certaines
tradition, on va vraiment on entre dans la communauté, on va faire c'est une certaine cérémonie là, de prendre refuge dans ces trois joyaux-là, qui peut être très beau, très touchant. Euh, on entre sur ce chemin-là. Donc, on peut le faire pour soi-même. De dire, ah oui, je prends refuge là, dans ce joyau-là, si ça vous parle. Alors, je vous invite à peut-être à découvrir cette semaine là, si un de ces joyaux-là qui est plus vivant pour vous de différentes façons. Et je vous invite, avant qu'on se quitte, juste prendre un moment pour fermer les yeux, quelques instants. Et simplement voir là, ce qui est présent en vous. Quand on parle de Bouddha, Dhamma, Sangha, et j'ai envie de terminer avec juste une très courte chant qui honore ces trois refuges en pali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tutiyampi Buddham saranam gacchami. Tutiyampi Dhammam saranam gacchami. Tutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Merci tout le monde pour votre pratique. J'avais envie de vous amener en Asie quelques instants. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.